23 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Voyons les titres sommaires de cette édition. Les dignitaires de l'Église catholique de Yamoussoukro témoignent leur gratitude au président de la République après l'ordination du nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro au cours d'une audience avec le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, qui s'est aussi entretenu ce jour avec le candidat des États-Unis d'Amérique à la présidence de la Banque mondiale. Des perturbations du réseau électrique à Abidjan et plusieurs villes causées par un incendie d'un transformateur de la CIE dans la zone de Vridi. Conséquence de l'orage de la nuit dernière, la situation vite rétablie par les équipes techniques. On en parle dans ce journal. Et nous verrons aussi les suites de l'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens résidant en Tunisie. Ce soir, 154 personnes, dont 11 bébés, ont regagné leur pays. Une deuxième vague accueillie par la ministre d'État Kandia Camara et Fonta Cissé, la représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23 heures. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire recevait ce 7 mars l'archevêque métropolitain de la province ecclésiastique de Bouaké et le nouvel évêque du diocèse de Yamoussoukro. Ce dernier témoignait sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara quant à la mobilisation, l'élan de solidarité et également de cohésion autour de son ordination au diocèse de Yamoussoukro. Viviane Aymin pour le compte-rendu. Nommé le 28 décembre 2022, évêque de Yamoussoukro par le Saint-Père le pape François, Monseigneur Joseph Kakou Aka a été ordonné dans sa charge le 18 février dernier. Nouvel évêque de Yamoussoukro, il a été reçu ce mardi 7 mars par le vice-président de la République Tiemoko Mélié. Il était accompagné par l'archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Paul Siméon Awana Djro. Le 18 février dernier, le président de la République m'a fait l'honneur et le privilège de se faire représenter à mon ordination épiscopale. Et de manière délicate aussi, il a posé des actes, des gestes. Il était bon qu'en pareille circonstance, qu'on trouve un temps pour venir lui exprimer notre profonde gratitude. Parce que la reconnaissance, son expression est aussi, je pense, un acte de bonne éducation. À l'ombre du baobab que représente notre aîné dans l'épiscopat, et puisqu'il est l'archevêque de Bouaké, dont dépend le diocèse de Yamoussoukro, eh bien, nous nous sommes fait accompagner par son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awana, pour exprimer notre gratitude, notre profonde reconnaissance au président de la République. C'est ce qui justifie notre présence au palais de la présidence en ce jour. Et nous l'avons fait à travers le vice-président qui nous a bien accueillis, qui nous a donné les nouvelles du président. Et au terme, nous avons assuré au président de la République, au vice-président et à tous les membres du gouvernement notre proximité spirituelle, notre communion priante pour l'assistance qu'ils nous apportent dans le cadre de notre mission, il est aussi de notre devoir de leur apporter cette assistance spirituelle dans le cadre de leur mission. Monseigneur Joseph Kakou Aka est dans l'ordre le 5e évêque du diocèse de Yamoussoukro. Viviane Aymin qu'on retrouve pour cette nouvelle audience du vice-président de la République. Tiemoko Mélié-Koné s'est également entretenu au cours de cette journée avec une délégation américaine venue présenter le candidat des États-Unis d'Amérique à la présidence de la Banque mondiale, O.J. Banga, en campagne auprès des États africains. Suivons ce compte-rendu.
De l'avis même du vice-président de la République, Kone Tiemoko Mélié, c'est une rencontre enrichissante qu'il a eue cet après-midi du mardi 7 mars avec la délégation américaine conduite par Ojé Banga, le candidat des États-Unis d'Amérique à la présidence de la Banque mondiale, qui entame une campagne auprès des États africains. M. Banga est en visite en Côte d'Ivoire pour solliciter le soutien de notre pays, le premier pays qu'il visite dans le cadre de sa tournée africaine. Au cours de nos échanges, il nous a fait part de ses ambitions pour rendre la Banque mondiale plus performante et plus réceptive aux besoins et aux préoccupations des pays en développement. J'ai été particulièrement impressionné par la grande expérience de M. Banga ainsi que par l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et aux défis auxquels nos pays sont confrontés. Nos convergences de vues sur les grands enjeux de développement m'ont conforté que la candidature de M. Banga mérite le soutien de la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun doute sur cette candidature américaine que nous soutenons et qu'elle recevra la pleine adhésion du Conseil d'administration de la Banque mondiale. J'ai donc souhaité à M. Banga, au nom de son Excellence le Président Alassane Ouattara, nos encouragements. Le candidat américain a accompagné ce soutien de la Côte d'Ivoire de promesses. J'aimerais remercier le gouvernement ivoirien, les chères personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup appris. J'ai vu un peu les défis auxquels la Côte d'Ivoire était confrontée quotidiennement. J'ai appris beaucoup de choses de votre expérience et si d'aventure je suis élu à la tête de la Banque mondiale, aucun doute n'existera. Je ferai tout mon possible pour porter la Côte d'Ivoire très haut. Et je vous remercie encore une fois pour votre accueil très chaleureux. C'est le premier pays que je visite. Je pense que je vais revenir. Ce fut une expérience particulièrement bonne. Nous avons appris plusieurs choses, comme je l'ai déjà dit. Et je pense que les choses positives, le futur ne sera que meilleur. La sélection pour le poste de président de la Banque mondiale est prévue pour début mai 2023. Le deuxième vol affrété par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour le retour des Ivoiriens résidant en Tunisie est arrivé à 20h ce soir, ce mardi 7 mars 2023, dans le cadre de l'opération de rapatriement volontaire. Ce mardi soir, donc 154 Ivoiriens, dont 11 bébés, ont regagné leur pays. L'avion s'est posé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une deuxième vague accueillie par la ministre d'État Kandia Camara et Fanta Cissé, la représentante résidente de la CEDEAO. Ces Ivoiriens de retour en Côte d'Ivoire, leur pays, suivront la même procédure que les premiers accueillis le week-end. Ils séjourneront 3 jours durant à l'INJS où ils bénéficieront d'une prise en charge complète avant de retrouver leur famille. À Paris, en France, la Côte d'Ivoire participait au Salon international de l'agriculture. 2 jours après la clôture de cette grande foire d'exposition, nos reporters sur place, avant de rempiler tout le matériel, proposent un bilan de la participation ivoirienne. Et on suit cela avec Jean-Jacques Kwame et Adam Akere. Bilan satisfaisant pour le chef de la délégation ivoirienne au Salon international de l'agriculture SIA à Paris. Kwasi Adjumani, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a relevé la présence du Premier ministre dans la cérémonie d'ouverture. Une présence pour soutenir le secteur de la culture, des ressources animales et halieutiques et des eaux et forêts. Il a ensuite salué l'engouement des visiteurs aux différents stands de la Côte d'Ivoire. Au regard des informations qui nous parviennent, de ce que les exposants eux-mêmes disent, et surtout de l'avis des visiteurs,
le stand de la Côte d'Ivoire a été le plus animé. Le stand de la Côte d'Ivoire a été le plus visité. La forêt de la Côte d'Ivoire en miniature Ossia a reçu la visite de près de 2500 visiteurs par jour. Une forêt pour montrer que nos produits ne proviennent de la déforestation. Et à ce salon, le chocolat de Côte d'Ivoire a été primé. La journée de la Côte d'Ivoire a été le point culminant de la participation ivoirienne. Occasion pour les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, des ressources halieutiques et animales et des eaux et forêts de présenter le programme national d'investissement agricole PNIA 2 aux partenaires techniques et investisseurs. Des partenaires techniques et financiers qui viennent pour écouter nos producteurs, qui viennent également écouter nos différents responsables dans la perspective de développer des partenariats gagnant-gagnant. Et là-dessus, la Côte d'Ivoire est une porte ouverte grâce à laquelle les gens peuvent venir investir. Nous avons également des faveurs qui sont accordées à toute personne qui viennent investir dans le cadre des industries pour développer notre agriculture. Rendez-vous a été donné au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara, édition 2023, du 29 septembre au 8 octobre prochain à Abidjan. Voilà, rendez-vous pris donc pour Abidjan. Un autre sujet à l'ordre dans l'actualité ivoirienne, l'orage la nuit dernière aura causé des perturbations du réseau électrique en Côte d'Ivoire. Un incendie a été constaté sur un transformateur au niveau du poste 225 kV de la compagnie ivoirienne d'électricité à Vridi. La situation est rétablie avec promptitude. Le ministre de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, constate la normalisation de la situation dans ce reportage de Lansine Bakayoko. Mamadou Sangafoua Coulibaly a Vridi sur les lieux comme un chef d'opération pour circonscrire les dégâts. Si le feu a été rapidement maîtrisé par les secours venus du port d'Abidjan, le réseau électrique a lui été touché puisqu'une grande partie de la ville a été privée d'électricité pendant plusieurs heures. Cela fait suite à un incident hier soir que nous avons pu constater, du fait entre autres d'un bâtiment construit sur une ligne où il ne doit pas être construit normalement, donc ce qui perturbe le bon fonctionnement du réseau. Nous sommes tous mobilisés pour vraiment trouver les solutions avec l'ensemble des acteurs du secteur pour vraiment réduire le plus possible la gêne pour les Ivoiriens. Le plan de riposte a permis de protéger les équipements essentiels, mais on observe que c'est le 4e incident survenu cette dernière semaine sur le réseau avec des raisons diverses. Fin février, un navire de passage sur le canal de Vridi a endommagé des conducteurs haute tension surplombant le canal, perturbant le bon fonctionnement des terminaux portuaires. C'est un problème d'exploitation et il sera clairement identifié et les mesures idoines qui doivent être prises par l'exploitant ou bien évidemment par la Société des patrimoines seront identifiées et mises en œuvre pour permettre donc à notre secteur de fonctionner correctement. L'hypothèse du délestage est complètement écartée, d'autant que la puissance installée couvre largement les besoins de consommation des populations. Je peux dire aux Ivoiriens qu'on a suffisamment d'offres en termes de production d'énergie pour satisfaire la demande. Maintenant, il faut qu'on voit comment ces incidents qui se multiplient, est-ce qu'il y a des erreurs humaines? Il faudra qu'on aille jusqu'au détail pour nous assurer qu'on pourrait prendre évidemment des dispositions si le diagnostic est bien posé. Dans les semaines à venir, tous les acteurs se retrouveront autour du Premier ministre Patrick Kachi afin de faire l'inventaire de tous les problèmes du secteur de l'énergie et sans doute de les adresser. Et nous passons à présent au dossier économie de la semaine, le dossier EcoPlus. Il porte cette semaine sur le projet d'adressage du district d'Abidjan. Le programme d'exécution est plutôt bien visible et depuis quelques mois, il est commun d'observer le sigle PADA dans toute la ville. Eh bien, c'est le signe de la préparation de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle carte d'identité d'Abidjan. À chaque habitation
où une bâtisse a un numéro et à chaque rue un nom bien spécifique. L'objectif, c'est de faciliter les opérations des services comme la poste, les interventions de la police ou encore des pompiers. Une opération qui paraît être lourde si on considère les 2119 km² de superficie du district. Tout est pourtant bien orchestré selon cette enquête menée par Jean-Luc Mongbo. On regarde. Abidjan, ville cosmopolite de plus de 6 millions d'habitants, se repérer et se déplacer sur ce territoire de plus de 2000 km² reste l'un des plus grands défis pour la population. Un défi que le gouvernement ivoirien a décidé de relever depuis quelques mois à travers un projet porté par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le projet d'adressage de tout le district d'Abidjan, PADA. Déploiement maintenant. Équipe Akmele, vous avez la rue qui passe juste là. Nous sommes à la cité Oribat d'Ombelo, à Abata, dans la banlieue d'Abidjan. Avant de se déployer dans ce sous-quartier, l'équipe d'enquêteurs du PADA a une petite séance de briefing avec le chef de mission de l'assistance technique du projet. L'idée d'un adressage, justement, c'est pour éviter les imprécisions quand on essaye de se localiser. Bon, on a des systèmes de localisation GPS, mais les gens ne l'utilisent pas forcément. Donc l'adressage permet de baliser un petit peu tout le réseau de voies de la ville pour définir exactement où se situe une occupation. L'enquête est la première phase du processus d'adressage. Elle consiste surtout à sensibiliser sur le bien fondé de l'opération. Si ça consiste à doter votre maison d'une adresse fixe et stable. Sensibiliser, mais également recueillir les informations auprès des riverains en vue de la constitution d'une base de données fiable. En général, ils comprennent très vite. Bon, il arrive parfois que certaines personnes nous confondent avec des agents du cadastre. Donc souvent, ils ont des chocs cognitifs, mais après 2-3 communications, bon, ça passe. Quand les livreurs viennent, on a du mal à les orienter. Et même par moments, les visiteurs aussi, on a du mal à orienter les visiteurs. Donc s'il y a le projet d'adressage, en tout cas, ça sera arrêté la ligne. La mission des enquêteurs s'achève par une photographie du bâtiment et la compilation des informations recueillies transmises à la base via cette tablette. C'est là-bas que ça va générer un point. Un numéro adresse. Donc après, juste après nous passage, une équipe de pocheurs va arriver pour matérialiser le numéro sur la maison. La base en question, c'est ici, la centrale d'adressage logée au sein du Bénet. C'est le cerveau de toute cette opération d'adressage. Nous avons 2 équipes de terrain. Donc il y a ceux qui sont en avant, les enquêteurs, qui relèvent les entrées des unités d'occupation, donc des constructions, qui nous parviennent en temps réel avec les photos. Et c'est ici que tout le traitement du contrôle de ces unités d'occupation est fait. Et ensuite, ce qui aboutit au calcul d'un numéro d'adresse de l'unité d'occupation qui, une fois calculé et validé, est automatiquement rendu disponible sur les équipements des pocheurs. Nous retrouvons les équipes de pochage aux 2 plateaux. Herman Digbe coordonne l'une de ces équipes. Lui également procède par sensibilisation. On a déjà parlé avec papa, on lui a déjà expliqué pour lui dire qu'on va mettre un numéro ici, c'est une adresse de localisation. Ils sont au total 250 agents, enquêteurs comme pocheurs à être employés sur le projet d'adressage. Cette maison portera le numéro 200. Le voisin immédiat, lui, portera le numéro 180. La Côte d'Ivoire a opté pour le système métrique, c'est-à-dire le système qui est beaucoup plus adapté à notre tissu urbain, qui est un tissu en perpétuelle mutation, où nous continuons de construire de nouvelles maisons. Dans le système métrique, il s'agit de prendre la distance depuis l'origine de la voie, et cette distance-là, si par exemple là nous sommes à 180, ça veut dire que nous sommes à 180 mètres de l'origine de la voie. Quand je me mets comme ça, ça veut dire que l'origine de la voie est derrière moi. Toutes les maisons situées sur le côté gauche auront des numéros impairs et les maisons situées sur le côté droit auront des numéros pairs. Mais l'adresse, ce n'est pas qu'un numéro, c'est également un nom de rue. Le numéro que nous voyons là est le début de l'adresse. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de valider les propositions de voies qui ont été proposées par la CAPEC
pour que ces noms soient divulgués. Lorsque ces noms seront divulgués, en ce moment, ça viendra compléter le numéro qui est là pour constituer l'adresse totale. Rendez-vous à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, pour savoir comment se fait le choix des noms qui viendront s'ajouter à ce numéro pour un adressage complet. Les noms que nous proposons, c'est prioritairement des zones de chez nous, des gens qui ont marqué la zone. Et aussi, nous proposons des noms, des concepts clés du pays tels que la paix, la réconciliation. Et aussi, nous proposons aussi les éléments de notre culture, de notre histoire. L'autre mission de cette cellule, c'est également l'acceptabilité des noms de rues déjà existants. Comme quoi, certaines rues pourraient se retrouver débaptisées au terme de ce processus. Le processus d'adressage qui a été lancé en décembre 2021 avec pour principale mission de moderniser la ville, faciliter le quotidien des populations et des entreprises. Globalement, ce projet, il est appelé à être achevé avant la fin de l'année 2025. C'est-à-dire, on aurait toutes les unités d'occupation pochées, on aurait toutes les plaques de rue posées et on devrait pouvoir dorénavant circuler avec des adresses, numéros d'unité d'occupation rue. D'un coût de 15 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA, le PADA est financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'amélioration de la compétitivité du Grand Abidjan, PACOGA. Le projet devrait s'étendre juste après sur 50 villes de l'intérieur, Bouaké, San Pedro, Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Voilà un beau dossier explicatif du projet PADA que vous pourrez retrouver sur les www.rti.info. L'ex-footballeur international Didier Drogba s'engage pour l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu dans ce cadre avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Didier Drogba, par sa fondation, se propose d'accompagner le ministère dans la mise en œuvre de son programme 2023 d'alphabétisation et également d'apporter un appui à la phase d'opérationnalisation de la dictée à partir du numérique, suivant ce développement de Sephora Zigui. L'ex-footballeur international Didier Drogba chez Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est venu parler éducation avec sa fondation. Alphabétisation et dictée. Voici les domaines dans lesquels la fondation Didier Drogba va appuyer le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous, en tant que fondation, nous voulons lui apporter notre soutien, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents pour ce rendez-vous et cet échange. Les axes sont déjà présents. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble et aider à la réalisation de ces différents projets-là, que ce soit la dictée, par exemple, et d'autres projets qu'on a encore ensemble. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47% selon l'UNESCO. Il faut donc mutualiser les efforts pour une synergie d'action afin de revoir à la baisse ces chiffres. Nous prévoyons des séances à travers un partenariat, des séances de formation, donc d'éducation, d'alphabétisation numérique. Avec, vous savez, il y a les ouvriers, il y a les jeunes, il y a les chauffeurs de baka, il y a les coiffeuses, il y a les producteurs d'anacarde, il y a les producteurs de coton, il y a les producteurs de café cacao. Vraiment, un peu de tout. Mais la mesure, l'idée principale, c'est vraiment faire en sorte que le taux de 47% d'analphabètes puisse vraiment diminuer de façon radicale. Ces échanges ont permis à la ministre d'annoncer la révision et l'actualisation de la stratégie nationale d'alphabétisation conformément aux recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Et on fait à présent le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 7 mars, en Côte d'Ivoire, 9 nouveaux cas de Covid-19 ont été dépistés sur 335 prélèvements effectués. 12 guérisons sont également enregistrées.
À cela s'ajoutent 24 cas qui restent encore actifs et en traitement et pour une large immunité, donc l'immunité collective de la population. La campagne vaccinale se poursuit et enregistre à cette date au moins 27 317 277 doses de vaccins anti-Covid administrés sur le territoire ivoirien. Parlons de culture. À présent, le cinéaste Roger Nyuambala a été immortalisé par le FESPACO sur la colonne des étalons d'or du Yenanga à Ouagadougou, au Burkina Faso. La pose de la première pierre de sa statue a eu lieu vendredi dernier, le 3 mars 2023, par la ministre ivoirienne de la Culture, de la Francophonie, Françoise Remarque. Le point rapporté par Issa Chonoyeo et Célestin Frodo, nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. C'est sur cette voie dénommée la colonne des étalons d'or du Yenenga à Ouagadougou que sortira des terres dans quelques jours la statue du cinéaste Roger Nyuambala. Étalon d'or du Yenenga en 1993 avec son film Au nom du Christ. La pose de la première pierre de cette statue vient d'être faite par la ministre Françoise Remarque en compagnie de ses homologues burkinabés, maliens et sénégalais. Nyuambala, qui il y a 30 ans a honoré la Côte d'Ivoire avec son film Au nom du Christ. 30 ans après, c'est un symbole qui nous réunit tous autour du FESPACO, autour de la culture, autour du cinéma, autour des arts d'une manière générale, pour montrer le poids de la culture, de ce qu'elle peut apporter dans nos pays, ce qu'elle peut apporter en termes de valeurs, en termes de rassemblement. C'est déjà un symbole pour montrer que c'est un festival, comme son nom l'indique, qui est panafricain. L'acte qui a été posé ce matin est riche en symboles parce que, comme l'a si bien dit ma soeur, ici c'est l'allée des monstres sacrés du cinéma. Et Roger Nyuambala est l'un de ces monstres sacrés du cinéma, pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est un monstre sacré du cinéma africain. Un hommage salué par de nombreuses personnalités du monde de la culture. C'est une sculpture, une statue qui est bien méritée. 1993, l'année de l'étalon du Yenenga de Nyuambala, c'est ma première visite au FESPACO. À l'époque, nous travaillions sous l'autorité de Mme Maria Dagri Diabaté et on était évidemment très heureux que son film qui s'appelle Au nom du Christ, qui est intitulé Au nom du Christ, ait remporté ce grand prix. Avant cette pose de la première pierre, la ministre Françoise Remarque a visité le stand ivoirien et bien d'autres au MICA. Occasion pour elle d'expliquer sa vision de faire confiance aux jeunes cinéastes ivoiriens. Ce FESPACO, nous avons voulu, au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie, permettre à ce que des jeunes soient présents à ce rendez-vous incontournable. Et c'est pour cela que nous avons lancé un appel à candidature. Et nous avons eu plus d'une centaine de candidats et nous en avons retenu malheureusement que 10. On aurait pu en retenir beaucoup plus, mais pour cette année, nous avons décidé d'en prendre 10, les 10 meilleurs. Grâce à cette initiative, ils se sont retrouvés et aujourd'hui, ils ont décidé même d'avoir un projet commun. Cette présence ouagalaise est également mise à profit par la ministre pour visionner des films ivoiriens. Voilà le FESPACO qui s'est tenu du 25 février dernier au 4 mars 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a un nouveau représentant aux Seychelles. L'ambassadeur Sakaria Koné a présenté ses lettres de créance à son Excellence Wavel Ramkalawan, le président de la République des Seychelles, au cours d'une cérémonie solennelle que nous rapporte Michel Digret. Les Seychelles, archipel de 116 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien, reçoit le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire accrédité dans ce pays. Sakaria Koné a présenté ses lettres de créance à Wavel Ramkalawan, président de la République de Seychelles, au cours d'une cérémonie solennelle. La coopération économique entre les deux pays a été au cœur des échanges. La Côte d'Ivoire est un pays agricole et les Seychelles ont beaucoup d'expérience dans le domaine du tourisme et de la pêche.
Et la Côte d'Ivoire veut apprendre aussi de l'expérience de la destination seychelloise. Vous savez, le volume du commerce entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles est vraiment bas, quasi inexistant. Et nous nous sommes engagés à tout mettre en œuvre pour que, à partir de maintenant, nous puissions commencer à vraiment renforcer les relations à travers l'élévation du volume de commerce qui lie la Côte d'Ivoire et les Seychelles. Pour relever ce défi, l'ambassadeur Sakaria Kone a eu une séance de travail avec le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie. Sakaria Kone est le deuxième ambassadeur ivoirien accrédité dans ce pays depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles en 1989. Pour l'actualité à l'international, nous partons sur le vieux continent, en Europe, en France précisément, où plusieurs actions de blocage ont eu lieu ce mardi 7 mars pour mettre la France à l'arrêt contre la très contestée réforme des retraites défendue par le président français Emmanuel Macron avant sa probable adoption par le Parlement d'ici quelques jours. Des manifestations, des grèves reconductibles, des ronds-points occupés, une première action d'envergure dans la journée. Les expéditions de carburant ont été bloquées dans la matinée à la sortie de toutes les raffineries de France. Cette journée faisait figure de test majeur aussi pour le gouvernement français qui veut relever l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans dans le but affiché d'assurer le financement du système pilier du modèle social à la française. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI 1.